Les cristaux de l'immense lustre frémissaient doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs de marbre du château du Bois. Jacques observait ce mouvement hypnotique du haut du grand escalier, ses doigts caressant distraitement la rampe en acajou poli. Son costume italien à 3 000 € ne pouvait le protéger du froid qui semblait s'infiltrer des murs mêmes. 15 millions d'euros avaient transformé la propriété coloniale en un chef-d'œuvre architectural, mais tout l'or du monde ne pouvait combler le vide qui résonnait dans ces couloirs. Un portrait imposant dominait le hall d'entrée. Lui et Sophie, le jour de leur mariage, 5 ans auparavant. Ses yeux parcoururent la silhouette élégante de sa femme, si différente de la femme qui errait maintenant dans les pièces comme un fantôme. Sur la photo, son sourire illuminait l'espace, ses yeux verts brillant des promesses d'un avenir qui semblait garanti. Jacques Dubois, le prodige de la finance, avait tout accompli. Fortune, statut et l'amour de sa vie. À l'époque, le monde était à ses pieds. Le son de ses pas se répercutait sur le sol en marbre, alors qu'il errait sans but. Chaque pièce détenant un souvenir différent, chacun plus douloureux que le précédent. La bibliothèque, où Sophie avait l'habitude de se blottir avec un livre et une tasse de camomille, ses étagères en chêne, maintenant recouvertes d'une fine couche de poussière. La véranda, où elle avait passé des heures à choisir les teintes parfaites pour la chambre du bébé, les échantillons de couleurs encore empilés dans un coin oublié. Ses yeux se posèrent sur une photographie encadrée au mur. Sophie, radieuse dans sa robe à fleurs, une main délicatement posée sur son ventre de 6 mois. Le soleil d'été jouait dans ses cheveux bruns et elle rayonnait de cette lumière intérieure que seules les futures mères possèdent. C'était la dernière fois qu'il l'avait vue sourire de cette façon. Le diagnostic tomba 1 semaine plus tard. « Complications », dirent les médecins. Des mots comme incompatibilité et non viable résonnèrent dans les couloirs de l'hôpital, détruisant les rêves avec la même facilité qu'on souffle une bougie. Jacques pouvait encore entendre ces cris de cette nuit fatidique, le son le plus terrible qu'il ait jamais entendu. Les médecins se précipitant, les machines bipant, et puis le silence. Un silence si dense et lourd qu'il semblait avoir une substance propre. Sophie resta à l'hôpital pendant 3 jours, son corps se remettant d'une bataille que son cœur avait perdue à jamais. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Sophie se replia sur elle-même, devenant l'ombre de la femme vibrante qu'elle était. Les rires furent remplacés par des sanglots étouffés au milieu de la nuit, les projets d'avenir par des heures interminables, à regarder le vide par la fenêtre de la chambre qui aurait dû être celle du bébé. Jacques essaya tout. Les meilleurs spécialistes du pays, des voyages vers des destinations exotiques, des thérapies alternatives. Mais comment guérit-on un cœur brisé en 1000 morceaux? Le château, autrefois symbole de son succès, semblait maintenant se moquer de lui avec sa grandeur vacante. Chaque pièce impeccablement décorée, chaque œuvre d'art soigneusement choisie, était un rappel de la superficialité, de la perfection, masquant le vide le plus profond. L'écho de ses pas le poursuivait comme un fantôme agité, se multipliant contre les murs jusqu'à devenir insupportable. Il s'arrêta devant l'une des immenses porte-fenêtres. La neige commençait à tomber dehors, de petits flocons blancs dansant contre le ciel sombre du réveillon de la Saint-Sylvestre. Jacques vérifia sa Rolex. 4 heures avant minuit. Sophie était enfermée dans sa chambre depuis 2 jours, refusant de voir quiconque. Le personnel avait été congédié pour les vacances, le laissant seul avec ses pensées et le poids écrasant du silence. Dehors, les lumières de la ville scintillaient au loin, promesse de vie et de célébration qui semblait appartenir à un autre monde. Un monde où les familles se réunissaient autour de tables copieuses, où les rires remplissaient chaque pièce, où l'avenir n'était pas un mot qui faisait mal. C'est alors que quelque chose en lui se brisa. Il ne pouvait plus continuer ainsi, piégé dans cette spirale de tristesse et d'isolement qui menaçait de les engloutir. Sans réfléchir, il attrapa son manteau en cachemire dans le placard et les clés de son Aston Martin. Ses pas, maintenant rapides et déterminés, rompirent la monotonie du silence alors qu'il descendait le grand escalier. L'air glacial de la nuit le frappa comme une gifle lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée, mais pour la première fois depuis des mois, il se sentit vivant.
La neige tombait plus fort maintenant, transformant le monde en une peinture en noir et blanc. Le moteur de la voiture rugit dans la nuit silencieuse, alors qu'il filait sur la route sinueuse qui serpentait à travers les terres du domaine. Où allait-il? Il n'en avait aucune idée. Mais n'importe où serait mieux que ce château hanté par les souvenirs et les rêves brisés. Alors que les lumières du domaine s'estompaient dans le rétroviseur, Jacques ne pouvait imaginer que cette décision impulsive, prise le dernier jour de l'année, était sur le point de changer sa vie à jamais. La neige tombait silencieusement sur le jardin du Luxembourg, transformant Paris en une ville de contes de fées. Jacques conduisit sans but pendant près d'une heure avant de se garer près du parc, attiré par la paix surréaliste qui émanait de cet endroit le soir du réveillon. L'horloge du tableau de bord indiquait 22h45 et les rues étaient presque désertes, à l'exception de quelques couples se hâtant de s'abriter du froid. Il fourra ses mains dans les poches de son manteau et commença à marcher dans la neige fraîche, ses chaussures italiennes s'enfonçant légèrement à chaque pas. L'air glacial brûlait ses poumons, une sensation bienvenue après des mois à respirer l'atmosphère suffocante du château. Les arbres, drapés d'un manteau blanc, se dressaient comme des sentinelles silencieuses, gardant des secrets qu'il ne pouvait déchiffrer. Et c'est là qu'il les vit. Au début, il crut à une hallucination. 2 petites silhouettes, blotties sur un banc du parc, couvertes seulement par une fine couverture usée. Il s'approcha prudemment, son cœur battant plus vite à chaque pas. C'étaient 2 filles, pas plus de 5 ou 6 ans. La plus grande tenait la plus jeune de manière protectrice, toutes 2 grelottant de froid, même dans leur sommeil. « Mon Dieu !» murmura-t-il, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacial. Comme si elle avait entendu sa voix, la plus grande ouvrit les yeux. Ils étaient d'un bleu profond et effrayés, mais il y avait autre chose en eux, une force qui ne devrait pas exister chez quelqu'un de si jeune. Elle serra sa sœur plus fort. « Tout va bien ?» dit Jacques doucement, en gardant ses distances. « Vous ne devriez pas être dehors par ce froid. »« Où sont vos parents ?» La plus jeune se réveilla à ce moment-là, se frottant les yeux avec de minuscules mains rouges. Ses cheveux étaient couleur de miel, comme ceux de sa sœur, mais ses yeux étaient d'un brun doux et endormis. « Maman et papa sont allés au paradis, » répondit la plus grande, sa voix petite mais ferme. « Je m'appelle Léa, et voici ma sœur, Rose. » Jacques sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Depuis quand ?»« 3 jours, » répondit Léa, son regard ne quittant jamais le sien. La voiture a glissé sur la neige. Rose se mit à pleurer silencieusement, et Léa la serra encore plus fort. « J'ai promis à maman que je prendrais soin d'elle, » continua-t-elle. « La dame du foyer d'accueil voulait nous séparer, alors on s'est enfui. » Le vent souffla plus fort, apportant une nouvelle vague de neige. Jacques regarda autour de lui. Le parc était complètement vide maintenant. Il ne pouvait pas les laisser là. Mais que faire? Appeler la police? Les services sociaux? Le soir du Nouvel An, elle serait probablement placée dans un foyer temporaire, séparé, exactement comme elle le craignait. « Vous devez avoir faim ?» dit-il enfin, se surprenant lui-même. « J'habite tout près. Que diriez-vous d'un chocolat chaud et de quelque chose à manger ?» Rose leva la tête, ses yeux brillants d'un espoir enfantin, mais Léa resta méfiante. « On ne doit pas aller avec des inconnus. » Jacques fit un pas en arrière, respectant sa peur. « Je m'appelle Jacques Dubois. Je suis... Eh bien, je suis quelqu'un qui ne peut pas laisser 2 petites filles gelées par une nuit comme celle-ci. Mais je comprends si vous ne me faites pas confiance. » Il ôta son manteau en cachemire et le leur offrit, en gardant toujours ses distances. « Au moins, prenez ça. Il fait trop froid. » Léa hésita un instant avant d'accepter le manteau, se couvrant elle et sa sœur. Le tissu luxueux les engloutit complètement, et pour la première fois, Jacques remarqua à quel point elles étaient petites et fragiles. « Vous avez vraiment du chocolat chaud ?» demanda timidement Rose, sa voix douce comme des clochettes. « Rose ?» la gronda Léa, mais ses propres yeux trahissaient sa faim et son épuisement. Jacques s'accroupit dans la neige, se mettant à leur niveau. « J'ai du chocolat chaud, des biscuits et une chambre chaude où vous pourrez dormir cette nuit. Demain, nous déciderons ensemble de ce qu'il faut faire. Je vous promets que personne ne vous séparera. »
Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse réfléchir aux implications. Une partie de lui hurlait qu'il était fou d'amener 2 enfants inconnus à la maison. Que penserait Sophie? Que diraient les autorités si elle l'apprenaient? Mais une autre partie, celle qu'il croyait morte avec son propre enfant, savait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Léa étudia son visage pendant un long moment, ses yeux bleus sondant bien au-delà de la surface. Finalement, elle hocha légèrement la tête. « Juste pour cette nuit, » dit-elle avec un sérieux qui brisa le cœur de Jacques. « Et on partira si quelque chose nous semble bizarre. »« Marché conclu, » répondit Jacques, essayant d'ignorer la boule dans sa gorge. Rose était déjà sur pied, tenant la main de sa sœur d'une main et agrippant le manteau de l'autre. Jacques les conduisit à la voiture, très conscient des regards suspicieux de Léa et des pas hésitants de Rose. En les aidant à monter sur la banquette arrière de l'Aston Martin, il remarqua qu'elle ne portait qu'un petit sac à dos violet, contenant probablement tout ce qu'elle possédait au monde. Alors qu'il retournait au château, il les observait dans le rétroviseur. Rose s'était endormie presque instantanément, sa tête reposant sur l'épaule de sa sœur. Léa restait alerte, ses yeux bleus rencontrant parfois les siens dans le miroir, comme pour s'assurer qu'il n'avait aucune arrière-pensée. Que faisait-il? Comment expliquerait-il cela à Sophie? Comment pourrait-il aider ses enfants sans trop s'impliquer, sans rouvrir de vieilles blessures? Les questions tourbillonnaient dans son esprit comme la neige dehors, mais une certitude se solidifiait dans son cœur. Il ne pouvait pas les abandonner. Pas cette nuit. Pas comme ça. Alors que les grilles du château du Bois s'ouvraient devant lui, Jacques réalisa que sa vie était sur le point de changer radicalement. Pour le meilleur ou pour le pire, seul le temps le dirait. Mais à cet instant, en guidant 2 petites orphelines dans sa maison la dernière nuit de l'année, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, l'espoir. Les portes du château du Bois se refermèrent silencieusement derrière l'Aston Martin, alors que les flocons de neige dansaient dans les phares de la voiture. Jacques observa dans le rétroviseur les yeux endormis des filles s'écarquiller à la vue de l'imposant bâtiment. À travers le pare-brise, Rose pressa son visage contre la vitre de la voiture, son souffle créant de petits nuages de condensation. « Vous vivez dans un château ?» murmura-t-elle en donnant un coup de coude à sa sœur. Léa garda son expression prudente, mais Jacques remarqua la lueur d'admiration dans ses yeux bleus lorsque la façade illuminée du château apparut en pleine vue. Les colonnes gréco-romaines, les fenêtres cintrées, les jardins enneigés, tout semblait tout droit sorti d'un conte de fées. « On entre ?» suggéra Jacques tranquillement en ouvrant la portière. Il fait encore plus froid dehors. Rose sauta pratiquement de la voiture, toujours enveloppée dans le manteau en cachemire qui traînait maintenant dans la neige. Léa suivit plus prudemment, serrant le petit sac à dos violet contre sa poitrine. Jacques les conduisit en haut du grand escalier, leurs pas résonnant sur le marbre. Lorsqu'il ouvrit les lourdes portes en chêne, le hall d'entrée avec son lustre en cristal et son escalier monumental arracha des exclamations de surprise aux 2 filles. Rose tournait en rond, contemplant le plafond à fresques, tandis que Léa se tenait immobile, comme si elle craignait que son simple regard ne brise quelque chose. « La cuisine est par ici », indiqua Jacques, essayant d'ignorer comment ces 2 petites silhouettes semblaient accentuer le vide de la maison. « Préparons quelque chose de chaud à manger. » La cuisine professionnelle, habituellement le domaine du chef personnel de la famille, était silencieuse et immaculée. Jacques ouvrit le réfrigérateur industriel, remerciant mentalement le personnel d'avoir maintenu les provisions avant de partir pour les vacances. « Que diriez-vous d'un vrai chocolat chaud ?» suggéra-t-il en sortant du lait et du chocolat. « Et on peut préparer un petit repas de réveillon. »« Vous n'êtes pas obligé de vous donner tant de mal, » commença Léa, mais fut interrompue par son propre estomac qui gargouillait. Jacques sourit, son premier vrai sourire depuis des mois. Ce n'est pas du tout un problème. En fait, il hésita un instant. En fait, ce sera agréable d'avoir de la compagnie ce soir. En préparant le chocolat chaud, Jacques réalisa qu'il se souvenait encore de la recette que sa propre mère utilisait. Du lait entier, du chocolat mi-amer de qualité, une touche de vanille et une pointe de cannelle. L'arôme sucré emplit bientôt la cuisine, apportant un peu de chaleur à l'environnement stérile. Rose s'assit sur l'un des hauts tabourets de l'îlot central,
ses petits pieds se balançant dans les airs, observant chaque mouvement de Jacques avec fascination. Léa se tenait à côté d'elle, comme une petite sentinelle. « Vous aimez les sandwichs » demanda Jacques en ouvrant les placards. « Nous avons de la dinde, du fromage, de la laitue. »« N'importe quoi fera l'affaire, » répondit diplomatiquement Léa, bien que ses yeux suivaient ses mouvements avec attention. Jacques décida de mettre les petits plats dans les grands. Il prépara des sandwichs fantaisie avec de la dinde fumée, du fromage suisse, de la laitue croquante et des tomates fraîches. Il trouva également un sac de biscuits artisanaux et quelques fruits. Ce n'était pas exactement un festin de réveillon traditionnel, mais les yeux des filles s'illuminèrent lorsqu'il servit le tout sur de la fine porcelaine française. « Où est votre femme » demanda innocemment Rose, entre deux gorgées de chocolat chaud, une moustache de mousse se formant sur sa lèvre supérieure. Jacques se figea un instant, sa main agrippant le plan de travail en marbre. « Sophie ?»« Elle est malade » répondit-il finalement. « Elle passe beaucoup de temps à se reposer. »« Est-ce qu'elle va guérir ?» insista Rose, mais Léa lui donna un coup de coude, sentant le changement de ton de Jacques. « Certaines maladies, dit Jacques avec précaution, sont plus difficiles à guérir. Parfois, cela prend beaucoup de temps. » Un lourd silence tomba sur la cuisine, rompu seulement par le tic-tac doux de l'horloge qui sonnait 23h30. Jacques s'occupa de nettoyer le comptoir, essayant d'ignorer le poids familier de la tristesse qui menaçait de l'engloutir. Maman disait que parfois, les gens tombent malades. Malade ici. Rose toucha sa poitrine, juste au-dessus de son cœur, avec une sagesse bien au-delà de son âge. Et ça met plus de temps à guérir qu'une blessure normale. Jacques sentit sa gorge se serrer. Là-haut, au-delà des murs épais du château, il imaginait Sophie dans sa chambre assombrie, ignorant la petite scène qui se déroulait dans la cuisine. Entendrait-elle les voix des enfants résonner dans les couloirs? Cela lui ferait-il encore plus de mal? « Regarde !» s'exclama soudain Rose en courant vers la porte-fenêtre de la cuisine. « Il y a des lumières dans le ciel. » Des feux d'artifice commençaient à exploser au loin, leurs couleurs se reflétant sur la neige qui tombait encore doucement. Jacques vérifia sa montre. 15 minutes avant minuit. « C'est presque la nouvelle année, » expliqua-t-il en rejoignant Rose à la fenêtre. Léa suivit après un moment d'hésitation. « Maman disait toujours qu'on devait faire un vœu quand l'année change, » commenta Rose, les yeux fixés sur les lumières colorées. Jacques regarda les deux filles, si petites et vulnérables, mais possédant une force intérieure qui le surprenait. Léa, protectrice et méfiante, portant un fardeau bien trop lourd pour ses jeunes épaules. Rose, encore capable de s'émerveiller de la magie du monde, malgré tout ce qu'elles avaient perdu. Les feux d'artifice s'intensifièrent, annonçant l'arrivée de la nouvelle année. Dans le calme de la cuisine du château du Bois, 3 âmes solitaires regardèrent le spectacle, chacune perdue dans ses propres pensées et ses propres vœux. Jacques ne put s'empêcher de penser à Sophie, seule dans sa chambre à l'étage, et aux 2 petites orphelines que le destin avait placées sur son chemin. « Bonne année » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les filles. Rose bâilla, l'épuisement l'emportant finalement sur l'excitation du moment. Ses yeux commencèrent à se fermer et elle s'appuya instinctivement contre la jambe de Jacques. « Je pense qu'il est temps d'aller au lit, » dit-il doucement. « Je vais vous montrer où vous pouvez dormir. » Alors qu'il conduisait les filles à travers les couloirs silencieux du château, Jacques ressentit un étrange mélange d'émotions. La culpabilité d'avoir amené des étrangères à la maison sans consulter Sophie, la peur de ce que demain pourrait apporter, mais aussi, étonnamment, une petite étincelle d'espoir. La nouvelle année commençait d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et alors qu'il regardait Léa border sa sœur dans le lit d'invité, Jacques Dubois réalisa que certaines des plus belles histoires commencent dans les moments les plus inattendus. Le matin apporta une lumière différente au château du Bois. Le soleil de janvier se reflétait sur la neige accumulée, envoyant des faisceaux de lumière à travers les vitraux et créant un kaléidoscope de couleurs dans les couloirs silencieux. Jacques se réveilla sur le canapé de son bureau, où il s'était assoupi après avoir installé les filles dans la chambre d'amis. De légers bruits de pas et de chuchotements lui parvinrent avant qu'il ne soit complètement réveillé. Des rires discrets, comme des clochettes délicates, résonnaient dans les couloirs. Des sons absents depuis si longtemps
qu'il crut encore rêver. « Rose, tu ne peux pas tout toucher », lui parvint la voix inquiète de Léa. « Mais c'est si joli », répondit Rose d'un murmure pas si discret. Jacques se leva en silence et suivit les sons. Il les trouva dans le hall principal, où Rose tournait en rond, admirant le lustre en cristal, tandis que Léa essayait, sans grand succès, de freiner l'enthousiasme de sa sœur. La lumière du matin transformait les cheveux couleur de miel des filles en or liquide. « Bonjour », dit-il doucement, pour ne pas les surprendre. Léa se tendit immédiatement, mais Rose courut vers lui. « Jacques, ton château est magique, il y a tellement de couleurs dans les fenêtres. » Il ne put s'empêcher de sourire. Ce sont des vitraux. Ils ont été fabriqués par des artistes à Venise. Il s'arrêta, réalisant que l'explication signifiait peu pour une enfant de 4 ans. « Vous voulez explorer un peu plus ? Je peux vous montrer des parties intéressantes de la maison. » Les yeux de Rose brillèrent à cette suggestion, et même Léa sembla se détendre un peu. Jacques les guida à travers les couloirs, observant comment elle réagissait à chaque nouvelle découverte. Rose fut particulièrement enchantée par la bibliothèque, ses grands yeux parcourant les étagères du sol au plafond. « Tellement de livres !» s'exclama-t-elle en passant ses doigts sur les vieilles reliures. « Ils sont tous à vous ?» demanda Léa, sa curiosité l'emportant finalement sur sa prudence. « Ils sont à nous !» répondit Jacques, la gorge se serrant légèrement au souvenir de la façon dont Sophie passait des heures là, perdue dans ses romans préférés. « Sophie, ma femme, elle adore lire. » Les filles continuèrent leur exploration, arrivant à une section de la bibliothèque où diverses photographies encadrées décoraient les murs. Rose s'arrêta devant l'une d'entre elles en particulier. Jacques et Sophie, en lune de miel à la Côte d'Azur, tous deux bronzés et souriants, l'océan turquoise derrière eux. « Elle est belle », commenta Rose en étudiant l'image de Sophie. « On dirait une princesse. » Jacques s'approcha de la photo, le cœur lourd de souvenirs. Sophie ressemblait en effet à une princesse ce jour-là, sa robe blanche flottant dans la brise marine, ses yeux verts brillant d'amour et de la promesse de l'avenir. Comment avait-il pu s'éloigner si loin de ce moment parfait? Pourquoi est-elle triste maintenant? Demanda Rose avec la franchise désarmante d'une enfant. Jacques sentit Léa saisir la main de sa sœur, comme pour la faire taire, mais la question était déjà posée. Son regard se déplaça vers une autre photo, plus récente. Sophie enceinte, radieuse, une main protectrice sur son ventre. Elle avait été prise juste 2 semaines avant la tragédie. « Parfois, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, quand on perd quelque chose de très précieux, il est difficile de se souvenir comment être à nouveau heureux. Comme quand on a perdu maman et papa, demanda doucement Rose, et pour la première fois, Jacques vit des larmes dans les yeux de la petite fille. « Oui, ma chérie. Comme ça. » Léa serra sa sœur dans ses bras, et Jacques sentit son propre cœur se serrer. Ils étaient là, 3 âmes marquées par la perte, chacune portant sa propre douleur. L'ironie ne lui échappa pas. Lui et Sophie avaient perdu un enfant qu'ils n'avaient jamais connu, tandis que ces 2 filles avaient perdu les parents qu'elles aimaient tendrement. Ils continuèrent leur exploration, arrivant finalement à la véranda. La pièce était entièrement vitrée, offrant une vue panoramique sur les jardins enneigés. Sophie avait planifié chaque détail de cet espace, avec l'intention d'en faire l'endroit idéal pour les après-midi en famille. Rose courut vers les grandes fenêtres, son souffle embuant la vitre, alors qu'elle regardait les oiseaux s'aventurer dans la neige. Léa suivit plus prudemment, mais Jacques remarqua que ses yeux s'adoucissaient à la vue du jardin. « Maman avait un jardin », commenta-t-elle tranquillement. « Plus petit que celui-ci, mais elle aimait s'occuper des fleurs. »« Sophie aussi », répondit Jacques en s'asseyant sur l'un des fauteuils. « Elle a passé des mois à planifier quelles fleurs planter ici, au printemps. »« Est-ce qu'elle va encore les planter ?» demanda Rose, en se tournant vers lui. La question le prit au dépourvu. Il y avait si longtemps que Sophie n'avait montré d'intérêt pour quoi que ce soit, et encore moins pour le jardin qu'elle avait tant aimé planifier. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement, « mais peut-être qu'un jour. » Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de nuances de rose et d'or.
Jacques regarda les deux filles qui chuchotaient près de la fenêtre, leurs silhouettes encadrées par le crépuscule. Quelque chose dans sa poitrine, quelque chose d'endormi depuis longtemps, commença à s'agiter. Rose avait trouvé un carnet de croquis et des crayons sur une table voisine, et maintenant elle dessinait avec application, le bout de sa langue sortant du coin de sa bouche avec concentration. Léa était assise à côté d'elle, murmurant occasionnellement des suggestions ou des louanges. Jacques les regardait, perdu dans ses pensées sur l'enfant qu'il n'avait jamais connu. Aurait-ce été un garçon ou une fille? Aurait-il eu les yeux verts de Sophie, son propre sourire? La douleur de cette perte n'avait jamais vraiment diminué. Elle était juste devenue plus silencieuse, plus profonde. Mais maintenant, en regardant ces deux petites orphelines que le destin lui avait envoyées, Jacques ressentit quelque chose de différent. Ce n'était pas un remplacement, rien ne pourrait remplacer l'enfant qu'ils avaient perdu. C'était plutôt une possibilité, un murmure d'espoir dans le silence. Le ciel s'assombrit complètement et les premiers feux d'artifice commencèrent à exploser au loin. Rose courut à la fenêtre, entraînant Léa avec elle, leurs visages illuminés par les lumières colorées. « Regarde, Jacques, ce sont des étoiles filantes !» s'exclama Rose. « Ce sont des feux d'artifice !» la corrigea doucement Léa. « Les gens les tirent pour célébrer la nouvelle année. » Jacques les rejoignit à la fenêtre, regardant le spectacle de lumière et de couleurs se dérouler contre le ciel nocturne. Les reflets des feux d'artifice dansaient dans les yeux des filles, et pendant un instant, il s'autorisa à imaginer un avenir différent. Un avenir où le silence du château serait remplacé par des rires d'enfants, où Sophie pourrait retrouver le chemin de la lumière, où la douleur du passé ne définirait plus qui ils étaient. « On peut faire un vœu ?» demanda Rose, la voix pleine d'espoir. « Bien sûr que vous pouvez, » répondit Jacques, sentant un véritable sourire courber ses lèvres. Les trois silhouettes se tenaient là, baignées par la lumière vacillante des feux d'artifice, chacune perdue dans ses propres rêves et désirs. Et pour la première fois depuis très longtemps, Jacques Dubois sentit que peut-être, juste peut-être, les miracles étaient encore possibles. Jacques se réveilla en sursaut, le cou raide de la nuit passé sur le canapé du bureau. La lumière qui filtrait par les fenêtres n'était plus la douce lueur du matin, mais la luminosité intense de midi. Sa Rolex indiquait 12h45 et un silence troublant régnait sur le château. « Léa ? Rose ?» appela-t-il, la voix rauque de sommeil. Aucune réponse. Il se leva rapidement, ignorant la protestation de ses muscles. La couverture qu'il ne se souvenait pas d'avoir prise, probablement une attention de Léa, tomba à ses pieds. Ses chaussures italiennes, encore sales de la neige de la veille, étaient soigneusement alignées près de la porte. Son premier arrêt fut la chambre d'amis où il avait laissé les filles. Le lit était fait, bien que maladroitement, clairement une tentative d'enfant. Le petit sac à dos violet avait disparu. « Non, non, non !» murmura-t-il, un nœud se formant dans sa gorge. Il courut à la cuisine, espérant les trouver en train de prendre leur petit déjeuner, mais seul l'ordre immaculé et silencieux l'accueillit. Il n'y avait aucune trace du chocolat chaud ou des sandwichs de la veille, comme si tout cela n'avait été qu'un rêve. La panique commença à s'installer dans sa poitrine. S'étaient-elles enfuies? Mais pourquoi? Il avait pris soin de ne pas leur faire peur, de les faire se sentir en sécurité. Ou quelqu'un les avait-il trouvées? La police? Les services sociaux? Son esprit tourbillonnait avec des possibilités de plus en plus sombres. « Rose » appela-t-il plus fort, sa voix résonnant dans les couloirs vides. « Léa !» Il monta les escaliers 4 à 4, vérifiant chaque pièce du 2e étage. La salle de musique, intacte. La bibliothèque, silencieuse comme une crypte. La véranda, vide à l'exception des rayons de soleil qui dansaient à travers le verre. Son cœur battait la chamade alors qu'il ouvrait porte après porte. Comment avait-il pu être si irresponsable? 2 enfants, seuls, vulnérables, et il s'était simplement endormi sans même fermer à clé les portes du château. S'il leur était arrivé quelque chose. C'est alors qu'il l'entendit. Un son si inattendu qu'au début, il crut l'imaginer. Un rire. Pas le rire éclatant de Rose ou le gloussement prudent de Léa, mais un rire doux et musical qu'il n'avait pas entendu depuis des mois.
celui de Sophie. Il venait de sa chambre. Jacques se figea au milieu du couloir, tout son corps tendu comme un arc. Sophie n'avait pas ri depuis... depuis avant. Et elle ne laissait certainement personne entrer dans sa chambre, pas même lui. Il s'approcha de la porte fermée avec précaution, ses pas étouffés par l'épais tapis. Maintenant, il pouvait l'entendre plus clairement. Des voix douces, une mélodie qu'il reconnut comme la berceuse que Sophie chantait à son ventre. Et puis le prince a trouvé la princesse, la voix de Rose, pleine de curiosité. Oui, la voix de Sophie, rauque par manque d'usage, mais indubitable. Mais elle était très triste, comme toi, demanda Rose avec l'honnêteté brutale d'une enfant. Un moment de silence qui fit s'arrêter le cœur de Jacques. « Oui, comme moi, » répondit doucement Sophie. « Mais tu sais quelque chose ? Parfois, quand on est très triste, le monde nous envoie de petits anges pour nous aider à sourire à nouveau. » Comme nous ? C'était Léa cette fois, plus hésitante. Un autre moment de silence. Puis le son que Jacques n'aurait jamais cru entendre à nouveau. Sophie qui riait. Un son authentique, bien qu'un peu rouillé. « Exactement comme vous, » répondit-elle. Jacques appuya son front contre la porte, des larmes silencieuses coulant sur son visage. De l'autre côté du bois poli, la conversation continuait à voix basse. « Ton bébé est au ciel aussi ?» demanda Rose. « Comme notre maman et notre papa ?» Le cœur de Jacques se serra. Il s'attendait à une explosion de douleur, à ce que Sophie se referme à nouveau. Mais ce qui suivit le surprit. « Oui, » répondit Sophie, la voix tremblante mais ferme. « Oui, il y est. Et ça fait mal tous les jours. Mais sais-tu ce qui fait encore plus mal ? Oublier comment aimer après avoir perdu quelqu'un. Maman disait que l'amour, c'est comme une bougie, dit Léa, sa voix petite, mais sage. Même quand il fait très noir, une toute petite flamme peut tout éclairer. Jacques glissa le long du mur, ses larmes coulant maintenant librement. De l'autre côté de la porte, il entendit Sophie se remettre à chanter, sa voix hésitante, mais se renforçant à chaque note. Rose la rejoignit rapidement, sa voix enfantine se mêlant à la mélodie, tandis que Léa murmurait doucement en harmonie. C'était une scène qu'il n'aurait jamais pu imaginer 24 heures plus tôt. Sa femme, qui parlait à peine et ne quittait sa chambre que rarement depuis des mois, chantant avec les deux petites orphelines que le destin avait amenées dans sa vie. Le soleil de midi filtrait par les interstices de la porte, créant un motif doré sur le tapis à côté de lui. Pour la première fois depuis la perte de leur bébé, Jacques sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Ce n'était pas du bonheur, il était trop tôt pour ça. Ni du soulagement, il y avait trop de défis à venir. C'était quelque chose de plus subtil, de plus fragile, mais infiniment plus puissant. C'était l'espoir. La chanson se termina, laissant place à de doux murmures et à de légers gloussements. Jacques resta assis dans le couloir, laissant ses larmes sécher sur ses joues. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, quelle bataille juridique il pourrait affronter pour garder les filles, comment il gérerait les traumatismes que chacun portait, si Sophie sortait vraiment de sa dépression ou si ce n'était qu'un moment de clarté. Mais en écoutant les voix calmes de l'autre côté de la porte, Jacques Dubois sut une chose avec certitude. Leur famille venait de s'agrandir d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Et peut-être, juste peut-être, les blessures qu'ils portaient tous pourraient enfin commencer à guérir. Lentement, il se leva. Il y avait beaucoup à faire. Des appels à des avocats, des arrangements à prendre, toute une vie à réorganiser. Mais pour l'instant, il laisserait les 4 âmes blessées de l'autre côté de la porte tisser leur propre lien de guérison et d'espoir. Le silence au château du bois n'était plus un silence de deuil, mais de transformation. Et dehors, la neige continuait de tomber doucement, couvrant le monde d'une couverture de possibilités blanches. Jacques resta immobile devant la porte pendant plusieurs minutes, le cœur battant dans sa poitrine. De l'autre côté du bois massif, des voix et des rires coulaient comme une mélodie oubliée depuis longtemps. Sa main trembla légèrement lorsqu'il atteignit enfin la poignée de la porte. La scène qu'il découvrit en ouvrant la porte fit s'arrêter son monde un instant. Sophie était assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, non plus cachée derrière les lourds rideaux qui bloquaient habituellement toute la lumière.
Le soleil d'hiver dansait sur ses cheveux ébouriffés, et, pour la première fois depuis des mois, une couleur réchauffait ses joues. Rose était sur ses genoux, gesticulant de manière animée, en racontant une histoire, et Léa était assise par terre à ses pieds, un livre de contes de fées, ouvert sur ses genoux. Mais ce qui lui coupa vraiment le souffle, c'est le sourire sur le visage de Sophie. Pas le sourire poli et vide de ces derniers mois, mais quelque chose de réel, de vivant. Ses yeux verts, si ternes de douleur depuis si longtemps, brillaient maintenant d'une lumière qu'il pensait ne plus jamais revoir. « Jacques » s'exclama Rose en le remarquant, sans faire mine de quitter les genoux de Sophie. « On est en train de guérir la dame triste. » Sophie croisa son regard, et pendant un instant, Jacques vit une lueur de son ancienne peur, la peur de ressentir, de s'autoriser à vivre à nouveau. Mais alors, Rose se mit à jouer avec ses cheveux dans une tentative maladroite de faire une tresse, et cette peur laissa place à quelque chose de plus doux, de plus plein d'espoir. « Elles m'ont trouvé », expliqua Sophie, la voix rauque mais stable. Ou plutôt, elles ont fait irruption dans ma chambre pour une mission très importante. Léa rougit légèrement, mais garda le menton haut. « Rose a dit qu'on devait t'aider parce que vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez beaucoup. »« Comme nous ?» ?»« C'était l'idée de Léa, » intervint Rose, toujours concentrée sur sa tresse désordonnée. Elle a dit que quand maman était triste, on faisait une tea party spéciale. Jacques regarda Sophie démêler soigneusement les nœuds que Rose avait faits, ses mains bougeant avec une tendresse qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps. Sur la petite table à côté du fauteuil, un plateau avec 3 tasses de thé à moitié pleines et quelques biscuits à moitié mangés racontait l'histoire de leur invasion. « Elles ont frappé à la porte à 7 heures ce matin, » continua Sophie, une légère rougeur colorant ses joues. « Rose a annoncé qu'elles étaient des « fées du sourire » en mission très importante. « J'ai apporté les biscuits », déclara fièrement Rose depuis la cuisine. Léa ne voulait pas, mais j'ai dit que les fées avaient besoin de biscuits magiques. « Et j'ai apporté le thé », ajouta Léa plus timidement. Maman disait toujours que le thé chaud peut guérir n'importe quelle tristesse. Je me souviens comment elle le préparait. Jacques sentit ses jambes faiblir et il s'appuya contre le cadre de la porte. Sophie le remarqua et tendit sa main libre vers lui, un geste si simple, mais si impossible depuis des mois. « Viens », appela-t-elle doucement. « Apparemment, nous avons une tea party magique. » Il s'approcha avec précaution, comme si tout mouvement brusque pouvait briser la magie du moment. Il se percha sur le bras du fauteuil, et Sophie ne se recula pas de sa proximité, comme elle l'avait fait tant de fois ces derniers mois. « Elles m'ont parlé de leurs parents, » dit Sophie tranquillement, tandis que Rose continuait de se battre avec ses cheveux. « De l'accident, du foyer, de la façon dont tu les as trouvés. » Son ton n'était pas accusateur, comme il l'avait craint. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, de la compréhension, peut-être, ou peut-être la première graine de la guérison. Et elles m'ont fait réaliser quelque chose, continua-t-elle, ses mains tremblant légèrement en tenant la tasse de thé. Que peut-être que la douleur n'est pas tout ce qui nous reste. Maman disait que parfois, quand les gens perdent quelqu'un, intervint Léa, sa voix petite mais ferme, ils deviennent de petites étoiles dans le ciel qui veillent sur nous. Et chaque fois qu'on sourit, notre étoile brille plus fort. Jacques vit des larmes se former dans les yeux de Sophie, mais elles étaient différentes des larmes de désespoir de ces derniers mois. Il y avait autre chose en elle, un mélange de douleur et d'espoir qui fit se contracter son propre cœur. « Et vous savez quoi d'autre » ajouta Rose, enfin satisfaite de sa coiffure. Léa a dit que maintenant, on a plus d'étoiles qui nous regardent. Ton bébé, notre maman et notre papa. Tous ensemble là-haut. Sophie fit un son qui était à moitié sanglot, à moitié rire, et Jacques l'enveloppa instinctivement de son bras. Pour la première fois depuis des mois, elle s'appuya contre lui, au lieu de se retirer. « Vous êtes si sage », murmura-t-elle, en embrassant le sommet de la tête de Rose et en tendant la main pour tenir celle de Léa. De petites fées du sourire. Jacques s'émerveilla de la transformation. Ce n'était pas une guérison magique. Il pouvait voir les ombres danser encore dans les yeux de Sophie, la fragilité dans ses mouvements. La douleur de la perte était toujours là et le serait peut-être toujours. Mais pour la première fois depuis la tragédie, il y avait aussi autre chose. « Jacques » dit doucement Sophie en lui serrant la main.
Ces filles, elles ne peuvent pas aller dans un foyer. Son cœur s'emballa. « Sophie, tu es sûre? C'est une décision énorme et tu traverses tellement de choses. »« C'est exactement pour ça, » l'interrompit-elle, une force dans sa voix qu'il n'avait pas entendue depuis des mois. Ces petites fées m'ont rappelé qu'il y a encore de la lumière dans le monde, qu'il est encore possible de sourire, même quand cela semble impossible. On ne peut pas les abandonner. Rose, qui avait glissé au sol pour montrer quelque chose dans le livre à Léa, leva les yeux au son de ces mots. « On peut rester? Vraiment ?» L'hésitation de Léa était visible, mais il y avait de l'espoir dans ses yeux bleus quand elle demanda. « Vous voulez vraiment de nous ?» Sophie se leva de son fauteuil pour s'agenouiller par terre avec les filles, les attirant dans une étreinte. « Plus que vous ne pouvez l'imaginer, » murmura-t-elle. Jacques les rejoignit par terre, son cœur débordant d'une émotion qu'il pouvait à peine nommer. Ils étaient là, sa femme, qui hier encore était perdue dans les ombres de son chagrin, et deux petites orphelines qui avaient ramené la lumière dans ses yeux. Le soleil de midi inondait la pièce, rendant le moment presque magique. Ce ne serait pas facile. Il y avait des problèmes juridiques à régler, des traumatismes à guérir, une confiance à reconstruire. Mais en regardant Sophie rire à quelque chose que Rose lui murmurait, Jacques sut que le vrai miracle n'était pas seulement le retour du sourire de sa femme. C'était la façon dont le destin avait entrelacé 4 cœurs brisés, créant quelque chose de nouveau et de précieux à partir des fragments. C'était la façon dont 2 petites orphelines, portant leur propre chagrin, avaient trouvé le chemin exact pour atteindre l'âme blessée de Sophie. Et peut-être, pensa Jacques en regardant sa famille nouvellement formée, que c'était le plus grand miracle de tous. Comment l'amour pouvait éclore dans les endroits les plus inattendus, transformant la nuit la plus sombre en lumière. La nuit tomba sur le château du bois, apportant un silence différent de celui qui avait habité ces couloirs depuis si longtemps. Dans le bureau de Jacques, le feu crépitait doucement dans la cheminée, tandis que lui et Sophie étaient assis face à face, des tasses de thé intactes entre eux. À l'étage, Rose et Léa dormaient profondément dans la chambre d'amis, épuisés après une journée remplie d'émotions et de jeux. « Nous devons en parler sérieusement, » commença Jacques, la voix basse pour ne pas troubler le calme de la maison. « De ce que nous allons faire. » Sophie hocha la tête, ses doigts parcourant le bord de sa tasse. Des ombres persistaient sous ses yeux, mais quelque chose dans sa posture avait changé, une nouvelle détermination que Jacques n'avait pas vue depuis des mois. « Elles doivent avoir de la famille quelque part, » dit-elle enfin. « Il pourrait y avoir des oncles, des grands-parents, des gens qui les cherchent. »« Et s'il n'y en a pas ?» demanda doucement Jacques. « S'il y en avait, pourquoi les filles se sont-elles enfuies du foyer? Pourquoi personne ne les a réclamées ?» Sophie se leva, se dirigeant vers la fenêtre. La neige avait cessé, mais le jardin brillait encore sous le clair de lune, un tapis blanc et immaculé. « Tout à l'heure, quand tu es sorti pour passer des appels, Léa m'en a dit plus. Surtout, leur histoire est plus compliquée que nous l'imaginions, dit-elle, la voix tremblante. Il s'approcha, s'arrêtant à côté d'elle. « Que veux-tu dire ? Leurs parents étaient architectes, continua Sophie. Ils travaillaient ensemble, voyageaient beaucoup. La famille du père l'a renié quand il s'est marié. Quelque chose à propos de différentes classes sociales. La mère était orpheline, élevée dans le système. Elle n'avait pas de famille. Le cœur de Jacques se serra. Donc, quand l'accident est arrivé, il n'y avait personne, termina Sophie. Le foyer a essayé de contacter les grands-parents paternels, mais ils ont refusé de prendre les filles. Léa a entendu l'assistante sociale dire qu'il ne voulait pas du fardeau de bâtarde. La colère monta dans la gorge de Jacques comme de la bile. Mon Dieu! Il y a plus, Sophie se tourna pour lui faire face, des larmes brillant dans ses yeux. Au foyer, il voulait les séparer. Rose serait facilement adoptée, elle est plus jeune, plus adaptable. Mais Léa serait laissée pour compte, conclut Jacques, la réalisation le frappant comme un coup de poing. Sophie hocha la tête. C'est pour ça qu'elles se sont enfuies. Léa a promis à sa mère qu'elle protégerait toujours Rose. Elle n'a que 5 ans, Jacques, et elle porte déjà un fardeau si lourd. Le silence tomba de nouveau entre eux, lourd des implications de ce qu'ils avaient appris. Jacques se dirigea vers son bureau,
ouvrant un tiroir pour récupérer une carte de visite qu'il avait gardée pendant des années. « Il y a un détective privé, » dit-il en faisant tourner la carte entre ses doigts. « Antoine Moreau. Nous avons travaillé ensemble plusieurs fois sur des affaires de l'entreprise. Il est discret, fiable. »« Pour chercher les grands-parents » demanda Sophie, l'inquiétude perçant dans sa voix. « Pour tout savoir, » répondit Jacques. « Nous devons savoir exactement ce qui s'est passé, qui sont ces gens qui ont rejeté 2 enfants innocents. Si nous voulons vraiment les aider, nous avons besoin de tous les faits. » Sophie s'approcha, posant légèrement sa main sur son bras. « Tu penses à l'adoption » termina-t-il en se tournant pour la regarder. « N'est-ce pas ?» Elle baissa les yeux, se mordant la lèvre. « Ce serait fou, n'est-ce pas, après tout, et après ce que nous avons perdu. » Sophie, Jacques lui prit les mains, remarquant qu'elle ne se retirait pas. Ce que nous avons perdu était terrible, et ça fera toujours mal. Mais ces filles, elles ne sont pas des remplacements. Ce sont 2 âmes précieuses qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'un foyer. Et peut-être que c'est ce dont nous avons tous besoin. « As-tu vu comment Rose sourit ?» murmura Sophie, un sourire tremblant sur ses propres lèvres. « Elle me rappelle tellement comment j'imaginais notre bébé. » Et Léa, ajouta Jacques, si forte, si protectrice, portant plus qu'elle ne le devrait, mais toujours capable de tant d'amour. « Mais, et si nous ne sommes pas assez ?» demanda Sophie, sa vulnérabilité évidente dans sa voix. « Et si je n'y arrive pas? Si l'obscurité revient ?» Jacques la serra contre lui, sentant à quel point elle s'intégrait naturellement dans ses bras, quelque chose qui ne s'était pas produit depuis si longtemps. Son cœur lui fit mal. « Alors nous y ferons face ensemble, » promit-il. « Nous tous, n'est-ce pas ce que fait une famille ?» Un sanglot doux s'échappa des lèvres de Sophie, mais il y avait un sourire sur son visage alors qu'elle levait les yeux vers lui. « Une famille » répéta-t-elle, comme pour tester le goût du mot. « Notre famille. » Jacques prit son téléphone, tenant toujours la carte du détective. « Je vais appeler Antoine maintenant. Le plus tôt nous commencerons à enquêter. Le mieux ce sera. » Sophie hocha la tête, mais attrapa son bras avant qu'il ne puisse composer. « Jacques, et si nous trouvons quelqu'un qui les veut? Quelqu'un avec plus de droits que nous ?» La question resta en suspens entre eux, lourde de possibilités douloureuses. Jacques prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. « Alors nous nous battrons, » répondit-il enfin. « Légalement, éthiquement, avec tout ce que nous avons. Parce que parfois, Sophie, le droit ne vient pas du sang. Il vient de l'amour. » À l'étage, un petit bruit attira son attention. Probablement Rose faisant l'un de ses rêves agités, avec Léa se réveillant inévitablement pour la réconforter. C'était un schéma qu'ils avaient remarqué même en si peu de temps. « Vas-y, » dit doucement Jacques. « Va être avec elle. Je m'occupe de ça. » Sophie hésita un instant avant de se diriger vers la porte. Elle s'arrêta dans l'embrasure, se retournant une dernière fois. « Jacques, merci de les avoir ramenés à la maison. » Cette nuit-là, il la regarda monter les escaliers, ses pas plus légers qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Quand il fut sûr qu'elle était avec les filles, il prit le téléphone et composa le numéro sur la carte. « Antoine, c'est Jacques Dubois. J'ai besoin de votre aide pour une affaire délicate. » Alors qu'il expliquait la situation au détective, Jacques regardait la neige dehors par la fenêtre de son bureau. Quelque part, il y avait des gens qui avaient rejeté 2 merveilleux enfants par préjugés et par orgueil, des gens qui pourraient essayer de les réclamer s'ils découvraient que les Dubois étaient intéressés. Après tout, l'argent avait le pouvoir de changer bien des esprits. Mais en écoutant les instructions d'Antoine, Jacques sut qu'il ferait n'importe quoi pour protéger sa famille nouvellement formée. Parce que parfois, pensa-t-il, les plus grands dilemmes du cœur ont les réponses les plus simples. On se bat pour l'amour, peu importe le coût. Une semaine s'écoula et le château Dubois respira une nouvelle vie. Les couloirs autrefois silencieux résonnaient maintenant de rires enfantins et de pas pressés. Le son de la musique remplit à nouveau le salon de piano, où Sophie enseignait patiemment à Rose des notes de base, tandis que Léa regardait curieusement depuis le canapé.
Jacques observait ces transformations avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Chaque matin apportait une nouvelle surprise. Sophie faisant des crêpes dans la cuisine, ses mains se souvenant de mouvements oubliés depuis longtemps, les filles découvrant des coins cachés du château, la véranda reprenant vie, n'étant plus seulement un lieu de souvenir. Plus haut, Jacques, cria Rose, en équilibre sur ses épaules alors qu'il la portait dans le couloir. « Je veux toucher le lustre. »« Pas question, petite, » rit-il en lui agrippant fermement les chevilles. « Ta sœur m'a déjà grondé sur la sécurité aujourd'hui. » Léa, qui suivait de près avec un livre sous le bras, leva les yeux au ciel, mais sourit. « Quelqu'un doit être responsable dans cette maison. »« J'ai entendu ça », appela Sophie depuis la bibliothèque, où elle triait une pile de livres pour enfants arrivés ce matin-là. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval décontractée, et elle portait un jean pour la première fois depuis des mois. Jacques posa Rose, la regardant courir pour rejoindre Sophie. Sa femme attira immédiatement la petite fille dans une étreinte, quelque chose qui semblait maintenant aussi naturel que de respirer. Il était difficile de croire qu'une semaine auparavant, Sophie pouvait à peine quitter son lit. « Regarde ça » dit doucement Léa à ses côtés, le surprenant. Elle lui tendit un dessin, une grande maison avec 4 personnages devant, tous se tenant la main sous un soleil souriant. « C'est magnifique » répondit Jacques, le cœur se serrant aux détails. La robe verte de Sophie, sa propre cravate bleue, les rubans dans les cheveux des filles. Léa rougit légèrement. Rose voulait dessiner notre famille, pour la mettre sur le frigo. Mais seulement si vous voulez. Jacques s'agenouilla à son niveau, prenant ses petites mains dans les siennes. Léa, rien ne nous ferait plus plaisir. Le moment fut interrompu par la sonnette, un son si inattendu que tout le monde se figea. Personne, à part le détective, ne connaissait l'existence des filles, et Antoine appelait toujours avant. « Services sociaux », annonça une voix féminine par l'interphone. « Je dois parler à monsieur et madame Dubois. » La panique fut immédiate. Sophie serra Rose contre elle, tandis que Léa courut vers elle. Jacques sentit son cœur s'emballer, mais garda sa voix calme. « Les filles, souvenez-vous de notre plan d'urgence. » Léa hocha la tête, tirant déjà Rose par la main. « Chambre sécurisée, porte verrouillée. On n'ouvre que pour toi ou Sophie en utilisant le mot de passe. » « Exactement. » Jacques leur embrassa rapidement le front. « Tout ira bien, je le promets. » Sophie se hâta de faire monter les filles par l'escalier de service, tandis que Jacques ajustait sa cravate et se dirigeait vers la porte. Une femme d'âge moyen en blazer gris se tenait là, tenant un dossier. « Monsieur Dubois ? Je suis Madame Valois, des services sociaux de Paris. Nous avons reçu un signalement anonyme concernant un éventuel hébergement non autorisé de mineurs. » Jacques garda son visage neutre, remerciant silencieusement ses années de négociation en entreprise. « Veuillez entrer. Ma femme va nous rejoindre. » Il conduisit Madame Valois au salon, où Sophie apparut quelques minutes plus tard, composée mais avec les mains légèrement tremblantes. « Je vais aller droit au but, » commença Madame Valois en ouvrant son dossier. « Nous avons des informations sur 2 filles, Léa et Rose Moreau. Nous savons qu'elles se sont enfuies d'un foyer le soir du Nouvel An et il y a des preuves suggérant qu'elles sont ici. »« Et si elles le sont ?» demanda Sophie, étonnamment stable. « Si elles sont ici, en sécurité et aimées, pour la première fois depuis qu'elles ont perdu leurs parents. » Madame Valois étudia Sophie pendant un long moment. « Madame Dubois, je comprends votre implication émotionnelle, mais il y a des procédures légales à suivre. Les filles doivent retourner dans le système pendant qu'une évaluation appropriée est menée. »« Pour qu'elles puissent être séparées ?» intervint Jacques, sentant la colère monter en lui. « Pour que Rose puisse être adoptée pendant que Léa est laissée pour compte ? C'est ça, la procédure légale que vous défendez ?» L'assistante sociale sembla prise au dépourvu. « Comment savez-vous ?»« Nous savons tout, » l'interrompit Sophie en se levant. « Sur les grands-parents qui les ont rejetés. Sur le plan de les séparer. Et laissez-moi vous dire quelque chose, Madame Valois, ces filles ne vont nulle part. Madame Dubois, non ? Laissez-moi vous raconter une histoire, continua Sophie, une force dans sa voix qui fit que Jacques la regarda avec admiration. Il y a 8 mois, nous avons perdu notre bébé. La douleur m'a presque détruite, a presque détruit notre mariage.
Puis, par miracle, 2 petits anges sont entrés dans nos vies. Elles ne remplacent pas notre enfant, rien ne le pourrait, mais elles ont ramené la lumière dans notre maison. » Madame Valois ferma lentement son dossier, ses yeux s'adoucissant. « Je comprends vos sentiments, mais… » « Nous avons les ressources, » intervint Jacques. « Financières, émotionnelles, tout ce dont elles ont besoin. Nous avons déjà entamé la procédure d'adoption légale avec nos avocats. Ces filles ont un vrai foyer ici, avec des gens qui les aiment et qui veulent qu'elles restent ensemble. » Un bruit étouffé à l'étage les fit tous lever les yeux. Madame Valois fronça les sourcils. « Je dois les voir, dit-elle finalement. Évaluer les conditions, poser quelques questions. » Sophie et Jacques échangèrent un regard. Après un moment de tension, Sophie hocha la tête. « À une condition, dit-elle, vous ne les emmenez pas aujourd'hui. Donnez-nous le temps de faire les choses correctement, légalement. Elles ont déjà trop perdu pour être arrachées à un autre foyer. » Madame Valois considéra le couple pendant un long moment avant d'acquiescer lentement. « Je peux accepter cela, à condition de voir qu'elles sont bien soignées et heureuses. » Quand Léa et Rose descendirent les escaliers, main dans la main et les yeux grands ouverts, Jacques sentit son cœur se serrer. À sa surprise, ce fut Léa qui s'avança, le menton levé avec détermination. « Nous ne retournerons pas au foyer, » déclara-t-elle, sa voix petite mais ferme. « Jacques et Sophie sont notre famille maintenant, et les familles restent ensemble. » Rose serra la main de sa sœur en hochant la tête. « Et on a des crêpes pour le petit déjeuner. » Madame Valois ne put cacher un sourire, surtout lorsqu'elle remarqua le dessin que Léa tenait toujours. Une famille de 4 personnes sous un soleil éclatant et souriant. 2 heures plus tard, après une inspection approfondie et de longues conversations, l'assistante sociale partit avec la promesse qu'elle donnerait au Dubois 2 semaines pour régler les choses légalement. C'était plus qu'il n'avait espéré, mais moins qu'il ne voulait. Ce soir-là, alors qu'ils étaient tous les 4 blottis sur le canapé de la bibliothèque pour lire des histoires avant de dormir, Jacques regarda sa famille improbable. Sophie, appuyée contre son épaule, jouait distraitement avec les cheveux de Rose alors que la petite s'endormait sur ses genoux. Léa, encore éveillée, suivait les mots du livre avec son doigt, son expression paisible. L'adversité, pensa Jacques, apporte parfois les cadeaux les plus inattendus. Et alors que la neige tombait doucement dehors, il fit une promesse silencieuse. Personne ne déchirerait sa famille. Certaines fleurs, après tout, doivent endurer l'hiver le plus rude pour s'épanouir dans toute leur beauté. Antoine Moreau arriva au château du Bois par un après-midi gris de janvier, sa mallette en cuir usé contrastant avec son costume impeccable. Jacques le reçut dans le bureau, où Sophie attendait déjà, ses mains lissant sa jupe à plusieurs reprises dans un geste nerveux. « J'ai trouvé quelque chose, » dit Antoine sans préambule, déclinant une offre polie de café. « Quelque chose qui complique pas mal les choses. » Jacques sentit son estomac se nouer. Sophie se rapprocha instinctivement de lui, offrant et cherchant du soutien en même temps. « Les filles ont une tante, » continua Antoine en ouvrant sa mallette. « Isabelle Moreau, la sœur de leur père. » « Mais Léa a dit qu'elle n'avait pas de famille, » protesta Sophie, la voix tremblante, que les grands-parents les avaient rejetés. Antoine hocha la tête, étalant quelques photographies sur le bureau. « Ils les ont rejetées, oui, mais Isabelle était en Syrie quand tout est arrivé. Elle travaillait avec Médecins sans frontières. Aucune communication dans une zone de conflit. Elle n'a appris l'accident qu'il y a 2 semaines, quand elle a enfin réussi à rentrer en France. » Jacques prit l'une des photos. Une jeune femme, peut-être dans la trentaine, avec les mêmes yeux bleus perçants que Léa. Elle portait une blouse de médecin et souriait à la caméra, entourée d'enfants syriens. « Elle les cherche désespérément, » continua Antoine. « Elle est allée au foyer, à la police, a engagé des détectives privés. Elle remue ciel et terre pour retrouver ses nièces. » Sophie s'effondra dans le fauteuil le plus proche, le visage pâle. « Elle semble être une bonne personne. »« Elle l'est, » confirma Antoine en passant plus de documents à Jacques. « Une pédiatre réputée, un passé dans l'humanitaire. Financièrement stable. D'après ce que j'ai découvert, elle et son frère étaient très proches avant qu'ils ne se marient. Les parents l'ont renié quand il a épousé quelqu'un d'une classe inférieure, mais Isabelle a gardé le contact.
Pourquoi ne savions-nous pas pour elle ? Demanda Jacques, la voix rauque. Pourquoi les filles ne l'ont-elles jamais mentionné ? Parce qu'elles ne s'en souviennent probablement pas, expliqua doucement Antoine. Isabelle est partie en mission il y a 2 ans. Rose était très jeune. Et Léa ? Eh bien, 2 ans. C'est une éternité pour une enfant de 5 ans. Un bruit dans le couloir les fit tous se figer. Jacques ouvrit rapidement la porte, apercevant une chevelure couleur de miel disparaître au coin du mur. « Léa !» appela-t-il, le cœur serré. Aucune réponse. Juste le son de pas pressés se précipitant à l'étage. « Jacques ?» Sophie lui toucha le bras, les larmes aux yeux. Elle a entendu. Elle doit être terrifiée. Il se passa une main sur le visage. « Antoine, donnez-nous un instant. » Ils trouvèrent les filles dans la chambre d'amis, qui avait depuis longtemps cessé d'être juste une chambre d'amis. Des dessins colorés décoraient les murs, des jouets éparpillés sur le sol racontaient des après-midi joyeux. Léa était assise sur le lit, serrant Rose contre elle, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « On ne veut pas partir, » dit-elle dès qu'elle les vit, sa voix petite mais déterminée. Rose, confuse, mais sentant la tension de sa sœur, s'agrippa plus fort. « On est heureuse ici. » Sophie s'agenouilla devant elle, des larmes coulant librement sur ses propres joues. « Oh, mes petites, personne ne va vous forcer à faire quoi que ce soit. Mais il y a une tante, insista Léa. J'ai entendu. Et elle nous veut. » Jacques les rejoignit sur le lit, le cœur brisé par la peur dans les yeux des filles. « Léa, tu te souviens de tante Isabelle ?» La fille fronça les sourcils, pensive. « Je crois. Elle apportait des bonbons et racontait des histoires sur des pays lointains. Mais c'était il y a si longtemps. »« C'est un médecin, » expliqua doucement Jacques. « Elle aidait des enfants dans un autre pays quand c'est arrivé. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu venir plus tôt. » « Mais maintenant, elle est de retour, » dit Rose, la voix tremblante. « Et elle va nous emmener. » Sophie ravala un sanglot, attirant les 2 filles sur ses genoux. « Personne ne vous emmènera nulle part où vous ne voulez pas aller. » Jacques regarda sa famille, car c'est ce qu'ils étaient maintenant, peu importe ce que disaient les papiers, et sentit son cœur déchiré entre 2 directions. La partie rationnelle de lui savait qu'Isabelle avait des droits légaux, qu'elle serait probablement jugée la tutrice la plus appropriée par les autorités. Mais la partie émotionnelle... « Jacques ?» La voix d'Antoine appela depuis l'embrasure de la porte. « Puis-je vous parler un instant ?» Dehors, dans le couloir, le détective semblait mal à l'aise. « Il y a plus. Isabelle vient à Paris. Elle a découvert pour vous que je ne suis pas sûr comment, mais elle l'a fait. Elle sera là demain. » Jacques ferma les yeux, sentant le poids du monde sur ses épaules. À l'intérieur de la chambre, il pouvait entendre Sophie fredonner doucement pour les filles, sa voix tremblante, mais résolue à apporter du réconfort. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il, plus à lui-même qu'à Antoine. « Quoi que ce soit, » répondit le détective en posant une main sur son épaule. « Faites-le pour le bien des filles. Parfois, aimer signifie prendre les décisions les plus difficiles. » Cette nuit-là, après que les filles se soient enfin endormies, Léa et Rose dans le même lit, s'agrippant l'une à l'autre comme la nuit où il les avait trouvées, Jacques et Sophie s'assirent dans la véranda, regardant la neige tomber. « Elle a l'air d'être une bonne personne, » murmura Sophie, ses mains tremblant autour de sa tasse de thé. « Quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle. »« C'est la famille, » répondit Jacques, le mot ayant un goût amer sur sa langue. « Nous sommes aussi une famille, » dit Sophie avec une ferveur soudaine. « Peut-être pas par le sang, mais ici. » Elle toucha son cœur. Jacques la serra contre lui, sentant ses larmes mouiller sa chemise. « Qu'allons-nous faire, Sophie ? » « Ce qui est le mieux pour elle, » répondit-elle après un long moment, « même si ça nous brise le cœur. » À l'étage, Léa gisait éveillée, serrant sa sœur endormie. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de la tante qu'elle connaissait à peine, fixés sur le plafond. Dans sa jeune poitrine, une vieille peur grandissait, la peur de perdre une autre famille, d'avoir le cœur brisé une fois de plus. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant le monde de son manteau blanc, indifférente au dilemme qui se déroulait au sein du château du bois.
Le matin arriva trop tôt au château du Bois, apportant avec lui un ciel lourd et gris qui reflétait l'humeur de ses habitants. Jacques trouva Sophie dans la cuisine avant l'aube, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle préparait du chocolat chaud, la recette spéciale que les filles adoraient tant. « Tu n'as pas pu dormir non plus ?» demanda-t-il doucement en l'aidant avec les tasses. Sophie secoua la tête, ajoutant un marshmallow à chaque boisson. Comment leur dit-on, Jacques? Comment leur explique-t-on qu'il y a quelqu'un là-bas, quelqu'un de leur propre sang, qui pourrait... Sa voix se brisa, et Jacques l'enveloppa de ses bras, la sentant trembler. « Honnêtement, répondit-il après un moment, c'est tout ce que nous pouvons leur donner maintenant. » Le son de pas prudents dans les escaliers les alerta, des pas qu'ils ne connaissaient que trop bien. Léa apparut la première, comme toujours, ses yeux bleus sentant instantanément la tension dans la pièce. Rose suivit de près, encore endormie, traînant son lapin en peluche sur le sol. « Nous avons fait du chocolat chaud spécial, » annonça Sophie, la voix forcée et enjouée. « Venez, nous devons parler. » Les filles s'installèrent sur les hauts tabourets de l'îlot de la cuisine, leurs expressions un mélange de curiosité et d'appréhension. Jacques remarqua comment Léa se positionna instinctivement plus près de Rose, un geste protecteur qui lui tordit le cœur. « Vous vous souvenez quand nous avons parlé de votre tante Isabelle hier ?» commença doucement Jacques. « Il y a plus que vous devez savoir sur elle. » Rose serra plus fort son lapin. « Est-ce qu'elle va nous emmener ?»« Personne ne vous emmènera nulle part où vous ne voulez pas aller, » assura rapidement Sophie, bien que sa voix tremblât. « Mais elle veut vraiment vous rencontrer. Elle vous cherche depuis qu'elle est revenue de son voyage. »« Pourquoi n'était-elle pas là ?» demanda Léa, sa voix petite mais ferme. « Quand maman et papa? Quand c'est arrivé ?» Jacques échangea un regard avec Sophie avant de continuer. « C'est un médecin, tu te souviens? Elle était dans un endroit très lointain, aidant des enfants qui avaient besoin d'elle. Il n'y avait ni téléphone, ni Internet, là où elle était. Quand elle est enfin revenue et a appris l'accident, elle a été dévastée, termina doucement Sophie, et a commencé à vous chercher tout de suite. » Rose leva les yeux de sa tasse, du chocolat tachant sa lèvre supérieure. « Est-ce qu'elle est gentille ?» « D'après ce que nous savons, oui, répondit honnêtement Jacques. Elle aide les enfants malades, parcourt le monde pour faire le bien, et elle aimait beaucoup votre père. » Léa resta silencieuse un long moment, étudiant son chocolat chaud, comme s'il contenait toutes les réponses de l'univers. « Est-ce qu'elle vient ici ?»« Oui, répondit Sophie en s'asseyant à côté des filles. « Aujourd'hui. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Rose se mit à pleurer doucement, tandis que Léa gardait les yeux rivés sur sa tasse, ses petites épaules tendues sous le poids d'un autre changement. « Mais, et vous ?» sanglota finalement Rose. « On ne veut pas d'une autre famille. On veut rester ici. » Sophie la prit sur ses genoux, des larmes coulant sur son propre visage. « Oh, ma chérie, nous voulons que vous restiez plus que tout au monde. »« Alors pourquoi devons-nous la rencontrer ?» demanda Léa, la voix craquant. « Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement rester ?» Jacques s'agenouilla à côté d'elle, prenant ses petites mains dans les siennes. Parce que parfois, aimer signifie faire ce qui est juste, même quand ça fait mal. Et votre tante Isabelle, c'est de la famille, elle a le droit de vous rencontrer, au moins. Les heures suivantes passèrent dans un flou de préparatifs anxieux. Sophie aida les filles à s'habiller, choisissant les tenues qu'elles aimaient le plus. Jacques rangea son bureau, enlevant tout signe de l'enquête sur Isabelle. Ce n'est que dans l'après-midi, alors que les filles étaient distraites par un film dans la salle de télévision, que Sophie finit par craquer. « Je ne peux pas les perdre », murmura-t-elle dans le bureau de Jacques, ses mains agrippant sa poitrine comme pour retenir son cœur. « Je ne peux pas revivre ça. » Jacques la serra fort, sentant ses propres larmes menacées de couler. « Sophie, elles m'ont sauvée, » continua-t-elle, la voix rauque. « Quand je pensais que je ne pourrais plus jamais aimer, ni sourire, elles ont ramené la lumière dans ma vie. Et si un jour, quand tout ça sera fini, et si on essayait d'adopter ?» demanda-t-il doucement, se reculant pour la regarder dans les yeux. « Pas pour remplacer qui que ce soit, ni notre bébé, ni Léa et Rose, mais pour donner un foyer à un enfant qui en a besoin, comme elle. » Le cœur de Jacques se gonfla d'amour pour cette femme qui, sur le point de perdre quelque chose de si précieux,
pensait déjà à transformer sa douleur en quelque chose de bon. « Je serais honoré, répondit-il en lui embrassant le front, de construire une famille avec toi, de quelque manière que ce soit. » La sonnette retentit, les faisant sursauter. En bas, ils entendirent Rose crier « Elle est là !» et Léa murmurer quelque chose d'inaudible. Sophie serra la main de Jacques. « J'ai peur, avoua-t-elle. »« Moi aussi, répondit-il honnêtement. Mais nous y ferons face ensemble, comme une famille. » Alors qu'il descendait les escaliers pour accueillir Isabelle, Jacques ne put s'empêcher de penser à l'ironie de la vie. Il y a à peine 2 semaines, il conduisait sans but dans la neige, le cœur aussi vide que sa maison. Maintenant, son cœur débordait d'amour pour 3 personnes merveilleuses, même si cet amour pouvait apporter une douleur inimaginable. La sonnette retentit à nouveau et Jacques prit une profonde inspiration. Il était temps de faire face à une autre vérité douloureuse. Parfois, aimer signifie être prêt à laisser partir. La femme qui attendait à la porte du château du Bois ne ressemblait en rien au médecin confiant des photographies d'Antoine. Isabelle Moreau portait un manteau usé, ses cheveux blonds attachés à la hâte en un chignon désordonné, et des cernes sombres sous les yeux marquaient son jeune visage. Mais son regard, les mêmes yeux bleus que Léa, brillait d'un mélange d'espoir et de peur. « Monsieur et Madame Dubois, » salua-t-elle, la voix tremblante, « je vous remercie de me recevoir. » Jacques remarqua des taches de café sur sa manche, la façon dont elle agrippait la sangle de son sac cabossé. Sophie dut le remarquer aussi, car son visage s'adoucit immédiatement. « Veuillez entrer, » dit gentiment Sophie. « Les filles sont... Tante Isabelle ?» La petite voix hésitante de Léa venait de l'escalier. Elle se tenait à mi-chemin, avec Rose à moitié cachée derrière elle, toutes deux s'agrippant à la rampe, comme si elle pouvait les protéger d'un autre bouleversement. Isabelle porta une main à sa bouche, un sanglot s'échappant de ses lèvres. « Oh mon Dieu, vous avez tellement grandi !» Elle fit un pas vers l'escalier, mais s'arrêta ensuite, clairement consciente de ne pas vouloir effrayer les filles. Ce fut Rose qui brisa l'impasse, dévalant les marches. « Tu apportais des bonbons de différents pays !» s'exclama-t-elle, un souvenir refaisant soudainement surface. Et il y avait un singe en peluche qui faisait des bruits bizarres. Isabelle rit à travers ses larmes. « Monsieur Bananes, tu t'en souviens ?»« Un peu, » répondit Rose, maintenant à quelques pas seulement. Il était marron et portait un chapeau rouge. « Et tu racontais des histoires sur des enfants d'autres pays, » termina doucement Léa, descendant plus lentement. Isabelle hocha la tête, incapable de parler un instant. Jacques sentit Sophie lui serrer la main, tous deux témoins de souvenirs qui se réveillaient. « Je peux vous faire un câlin ?» demanda timidement Isabelle. Rose regarda Léa, qui regarda ensuite Sophie, comme pour chercher une permission. Sophie fit un léger signe de tête, bien que Jacques pût sentir son tremblement. L'étreinte fut maladroite au début, 3 corps essayant de se souvenir comment ils s'emboîtaient autrefois. Mais ensuite, Rose enfouit son visage dans le cou d'Isabelle, de la même manière qu'elle le faisait avec Sophie, et quelque chose chez le médecin sembla s'effondrer. Elle serra ses nièces très fort, des sanglots secouant ses épaules. « Vous m'avez tellement manqué à toutes les deux, » murmura-t-elle. « Quand j'ai découvert, quand je suis enfin rentrée à la maison et que j'ai appris, pardonnez-moi de ne pas avoir été là. Pardonnez-moi. » Jacques guida tout le monde au salon, où Isabelle retrouva lentement son sang-froid. Rose s'assit à côté d'elle sur le canapé, curieuse et ouverte comme toujours, tandis que Léa choisit un fauteuil voisin, à côté de Sophie, ses yeux vigilants. « On s'est si bien occupé de vous, » commenta Isabelle en jetant un coup d'œil à la pièce luxueuse. « Bien mieux que je n'aurais pu... » Elle s'arrêta, se mordant la lèvre. Jacques remarqua comment ses mains se tordaient sur ses genoux, un geste nerveux rappelant les jours les plus sombres de Sophie. « Isabelle, » commença-t-il doucement, « pourquoi ne nous parlez-vous pas de votre situation ?» Elle prit une profonde inspiration, rassemblant clairement son courage. « J'ai dépensé toutes mes économies pour les chercher. J'ai vendu mon appartement, ma voiture. Quand je suis revenu de Syrie, j'ai découvert que l'hôpital où je travaillais avait fermé.
J'ai des entretiens prévus, mais... » « Où logez-vous » demanda doucement Sophie. « Dans une auberge de jeunesse, pour l'instant, » répondit Isabelle en rougissant. « Mais dès que j'aurai un travail... »« Vous allez vivre dans une auberge de jeunesse » demanda innocemment Rose, faisant pâlir Isabelle. « Non, ma chérie, je trouverai un endroit convenable avant... »« Elles peuvent rester ici, » l'interrompit Sophie, surprenant tout le monde, y compris Jacques. « Pendant que vous vous remettez sur pied. » Isabelle secoua la tête avec véhémence. « Je ne peux pas accepter ça. Vous avez déjà fait tellement. » « Il y a de la place pour les filles aussi. » Jacques se surprit à dire les mots avant de pouvoir réfléchir. Peut-être que cela ne doit pas être soit l'un, soit l'autre. Léa, qui était restée silencieuse, parla enfin. « On peut avoir 2 familles ?» La question resta en suspens dans l'air, chargée de possibilités. Isabelle regarda de ses nièces au Dubois, de nouvelles larmes aux yeux. « Je veux si ardemment m'occuper d'elle, » avoua-t-elle. « C'est mon devoir envers mon frère, envers sa mémoire. Mais regardez-vous, cette maison merveilleuse, la stabilité, tant d'amour. Comment puis-je leur refuser ça? Et si, commença lentement Sophie, une idée se formant, nous travaillions tous ensemble? Isabelle, vous êtes médecin. Jacques a des relations dans tous les grands hôpitaux de la ville. Nous pouvons vous aider à vous installer ici, près du château. Et en attendant, continua Jacques, reprenant le fil de la pensée de Sophie, les filles restent ici, où elles sont déjà à l'aise. Vous pouvez venir quand vous voulez, passer du temps avec elles. Une famille recomposée, termina doucement Sophie. Rose tapa dans ses mains, excitée par l'idée, comme dans ce film de princesse où elle a 2 châteaux. Même Léa semblait plus détendue, bien qu'elle observât toujours tout avec des yeux vifs. « Tante Isabelle peut venir à nos tea parties ?» Isabelle se couvrit le visage de ses mains, clairement dépassées. Quand elle les baissa, la gratitude et l'humilité brillaient dans son expression. « Vous feriez ça ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Après que je sois arrivée en menaçant de les emmener ?»« Vous êtes leur famille » répondit simplement Sophie. « Ce qui signifie que vous êtes aussi notre famille maintenant. » Jacques regarda Rose prendre la main d'Isabelle, l'entraînant pour voir leurs jouets, parlant de tout ce qu'elles pourraient faire ensemble. Léa resta plus réservée, mais afficha un petit sourire en observant la scène. Ce soir-là, après le départ d'Isabelle avec la promesse de revenir le lendemain et que les filles se soient enfin endormies, Jacques trouva Sophie dans la véranda. « Tu es sûre de ça ?» demanda-t-il doucement. « Partager nos filles ?» Sophie regarda les étoiles à travers le plafond de verre. « Nous ne partageons pas, Jacques. Nous multiplions. L'amour, les possibilités, la famille. » Il la serra par derrière, tous deux regardant la neige se remettre à tomber. « Tu sais ce qui est drôle ?» continua-t-elle après un moment. « Il y a 2 semaines, je pouvais à peine quitter mon lit. Maintenant, je fais des plans pour agrandir notre famille. Les filles m'ont appris que le cœur a une capacité infinie à aimer. Pourquoi ne pas appliquer cette leçon ici aussi ?» Jacques embrassa le sommet de sa tête, émerveillé par la force de cette femme qu'il avait failli perdre à la dépression. Dehors, la neige continuait sa danse silencieuse, couvrant le monde de nouvelles possibilités. L'idée vint à Jacques pendant une nuit d'insomnie, alors qu'il regardait la neige tomber par la fenêtre de son bureau. Les dernières semaines avaient été des montagnes russes émotionnelles, la découverte d'Isabelle, les négociations délicates, la peur constante de perdre les filles. Mais peut-être, juste peut-être, y avait-il un moyen de transformer tout cela en quelque chose de positif pour tout le monde. « Sophie » appela-t-il doucement, la trouvant dans la bibliothèque où elle organisait les livres pour enfants que les filles avaient appris à aimer. « Tu ne pouvais pas dormir non plus ?» demanda-t-elle avec un petit sourire. « J'ai eu une idée, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « À propos d'Isabelle et des filles. » Sophie mit de côté le livre qu'elle tenait, lui accordant toute son attention. Jacques remarqua à quel point elle avait l'air plus forte maintenant, plus présente, un contraste frappant avec la femme qui quittait à peine sa chambre des semaines auparavant. « Isabelle est un excellent médecin, » commença-t-il. « Gaspiller ce talent serait une tragédie. Et si j'investissais dans l'ouverture d'une clinique pédiatrique? Quelque chose qu'elle pourrait diriger,
où elle pourrait utiliser ses compétences pour aider les enfants ici, comme elle l'a fait en Syrie. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Jacques, ce serait un investissement légitime, continua-t-il rapidement. Isabelle aurait une indépendance financière, les filles auraient de la stabilité. Et nous pourrions rester dans leur vie, termina doucement Sophie. Exactement. Et plus que ça, nous pourrions être leurs tuteurs officiels, si jamais Isabelle a besoin de soutien. Une présence constante, une deuxième famille. Sophie se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Un instant, Jacques craignit d'avoir dit quelque chose de mal, mais il vit alors qu'elle souriait à travers ses larmes. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit-elle en se retournant vers lui. « Je pensais à quelque chose de similaire. Pas à la clinique, c'est brillant, et tellement toi, mais à être leur parrain, ou quelque chose d'officiel. Construire des liens juridiques et émotionnels que personne ne peut briser. » Le lendemain matin, ils invitèrent Isabelle à déjeuner au château. Elle arriva tôt, apportant des beignets pour les filles, une petite folie qui étirait clairement son budget limité. « Isabelle, » commença Jacques, après que les filles soient montées jouer, « nous voulons vous faire une proposition. » Il exposa son plan, regardant les yeux d'Isabelle s'écarquiller à mesure qu'il parlait. Quand il eut fini, elle semblait stupéfaite. « C'est beaucoup, » réussit-elle à dire. « Je ne peux pas accepter. »« Vous pouvez et vous devriez, » intervint gentiment Sophie. « Isabelle, vous êtes un médecin talentueux qui a passé des années à aider les enfants dans le besoin. Pourquoi ne pas continuer ce travail ici, près des filles? Mais l'investissement. Ce sera une entreprise légitime, rassura Jacques. Vous aurez une autorité médicale complète sur la clinique. Mes avocats sont en train de tout mettre en place légalement et de manière transparente. » Isabelle tripota sa tasse de café, luttant clairement avec des émotions contradictoires. « Et vous, quel est votre rôle avec les filles? Nous aimerions être leurs parrains officiels, » expliqua Sophie, la voix calme mais ferme. « Pour que nous puissions toujours être dans leur vie, leur apporter du soutien, de l'amour, une deuxième maison. Elles nous voient déjà comme une famille, » ajouta Jacques, « et vous êtes aussi leur famille. Nous n'avons pas à diviser leur amour, nous pouvons le multiplier. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Isabelle. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Quand je suis revenu et que j'ai découvert l'accident, la culpabilité de ne pas avoir été là, et puis découvrir qu'elles avaient disparu. Tante Isabelle ?» La voix de Léa venait de la porte, attirant l'attention de tous. Elle et Rose se tenaient là, observant la scène avec des yeux inquiets. « Pourquoi pleures-tu » demanda Rose en courant pour serrer sa tante dans ses bras. Isabelle rit à travers ses larmes, enroulant un bras autour de sa nièce. « Ce sont des larmes de joie, ma chérie. Viens ici, Léa. » La plus grande s'approcha plus prudemment, ses yeux bleus si semblables à ceux de sa tante, absorbant tout. « Nous parlions de l'avenir, » expliqua doucement Sophie. « De la façon dont nous pouvons tous être une grande famille. »« Comment ?» demanda Léa, toujours aussi pragmatique. « Eh bien, » commença Jacques, « tante Isabelle va ouvrir une clinique à proximité pour aider les enfants malades. Vous vivrez avec elle dans une jolie maison tout près. Sophie et moi serons vos parrains, ce qui signifie que nous serons toujours là. Vous pourrez venir ici quand vous voudrez. On pourra encore faire des tea parties ?» intervint vivement Rose. « Autant de tea parties que vous voudrez, » promit Sophie en riant. « Et la bibliothèque ?» demanda tranquillement Léa. « Je pourrai encore venir lire ici ? » « Ce sera toujours votre maison aussi, » l'assura Jacques. « Vous aurez votre propre chambre ici, vos livres, vos jouets. »« 2 maisons, » déclara joyeusement Rose. « Comme une princesse. » Isabelle serra les filles plus près, son regard rencontrant celui des Dubois avec une gratitude infinie. « Comment ça vous semble, mes petites? On peut y arriver ?» Léa observa chaque visage dans la pièce avant d'hocher lentement la tête. « Je pense que oui. »« Mais, encouragea Isabelle. « On peut tester d'abord ?» demanda la fille. « Comme rester quelques jours avec tante Isabelle, mais venir encore ici aussi? Juste pour être sûr ?» Jacques sentit son cœur se gonfler devant le pragmatisme mature de l'enfant. « C'est une excellente idée, Léa. Nous pouvons aller à votre rythme. » Les jours suivants furent consacrés à la planification. Jacques mobilisa son équipe pour trouver l'endroit idéal pour la clinique et une maison confortable pour Isabelle
et les filles. Sophie et Isabelle passèrent des heures à parler, découvrant qu'elles avaient plus en commun qu'elles ne l'avaient imaginé. Les filles s'épanouirent avec cette attention supplémentaire, bien que Léa observât toujours tout avec ses yeux vifs. Un soir, alors que tout le monde dînait ensemble au château, une habitude qui devenait rapidement fréquente, Rose fit un commentaire qui toucha tout le monde. « Vous savez ce qui est cool ?» dit-elle entre deux bouchées de pâte. « Maintenant, on a 2 mamans et un papa. C'est comme avoir des cadeaux en plus à Noël. » Isabelle s'étouffa avec son vin, tandis que Sophie éclata de rire, un son qui remplissait maintenant régulièrement le château. Jacques regarda sa famille élargie. Isabelle, enfin assez détendue pour accepter de l'aide. Sophie, plus forte et plus vivante chaque jour. Rose, répandant la joie partout où elle allait. Et Léa, baissant progressivement sa garde et croyant en cette nouvelle réalité. « Je pense qu'elle a raison, » dit Léa pensivement. « C'est comme si l'amour devenait juste plus grand, pas plus petit. » Sophie attrapa la main d'Isabelle par-dessus la table, tandis que Jacques souriait à ses filles. Car elles seraient toujours ses filles aussi, indépendamment des arrangements juridiques. L'amour, après tout, ne reconnaît ni frontières ni définition traditionnelle. Parfois, il apparaît sous la forme de 2 petites orphelines trouvées sur un banc de parc. Parfois, sous la forme d'une tante dévouée qui a traversé le monde pour retrouver ses nièces. Et parfois, sous la forme d'un couple qui a réalisé que guérir leur propre cœur signifiait l'ouvrir à des possibilités inattendues. Le printemps arriva au château du Bois dans une explosion de couleurs et de vie. Le jardin, si longtemps négligé, s'épanouissait maintenant sous les soins dévoués de Sophie et de ses assistantes spéciales, comme Rose et Léa s'appelaient lors de leurs visites quasi quotidiennes. Les fleurs que Sophie avait autrefois prévu de planter trouvèrent enfin leur place au soleil, tout comme les personnes qui vivaient ou fréquentèrent le château avaient trouvé la leur. Par un après-midi d'avril particulièrement agréable, la propriété était plus animée que d'habitude. La clinique pédiatrique d'Isabelle, maintenant ouverte depuis 2 mois, avait fermé plus tôt pour une célébration spéciale. L'arôme de biscuits fraîchement cuits remplissait la cuisine, où Rose supervisait la production avec le sérieux d'un chef professionnel. « Plus de chocolat, exigea-t-elle, alors que Sophie et Isabelle riaient de ses ordres culinaires. Dans la véranda, maintenant transformée en une sorte de salon de lecture informel, Léa était absorbée par un nouveau livre, jetant occasionnellement un coup d'œil à Jacques, qui semblait étrangement anxieux en arrangeant et réarrangeant les coussins du canapé. « Ça va ?» demanda-t-elle finalement, marquant soigneusement sa page. Jacques sourit, toujours étonné par la perspicacité de la fille. « Juste un peu nerveux, petite. Nous avons des nouvelles importantes à partager aujourd'hui. » Léa étudia son visage un instant. « C'est une bonne nouvelle ?»« La meilleure, » répondit-il en s'asseyant à côté d'elle. L'après-midi s'écoula paresseusement, le soleil projetant des motifs dorés à travers les vitraux. Isabelle arriva, apportant des histoires de ses jeunes patients. La clinique était devenue un succès local, surtout auprès des familles qui n'avaient même pas les moyens de se payer des soins privés. Finalement, lorsque tout le monde fut réuni dans la véranda, les biscuits distribués, le thé servi, une tradition qu'ils n'avaient jamais abandonnée, Jacques et Sophie échangèrent un regard significatif. « Nous avons quelque chose à vous dire, » commença Sophie, la voix tremblante d'émotion. « Vous allez avoir un bébé ?» demanda immédiatement Rose, faisant retenir leur souffle à tout le monde. Sophie sourit doucement. « Pas exactement, ma chérie. » Elle regarda Jacques pour du soutien. « Nous sommes en train d'adopter, » termina-t-il en tenant la main de sa femme. « Il y a un petit garçon, Théo, 3 ans. Il est dans le système depuis sa naissance. »« Et vous allez être parents ?» interrompit Léa, ses yeux bleus s'écarquillant. « Si tout se passe bien, » répondit doucement Sophie. « Et nous voulions que vous soyez les premières à savoir. Parce que, eh bien, c'est grâce à vous que nous avons réalisé que nos cœurs avaient encore tant d'amour à donner. » Isabelle serra ses nièces contre elle, les filles semblant digérer l'information. « Est-ce que ça veut dire qu'on aura un cousin ?» demanda finalement Rose.
Si vous voulez, dit Jacques, la voix remplie d'émotion. Il aura besoin de 2 cousines spéciales pour l'aider à s'adapter. Je peux lui apprendre à lire, offrit aussitôt Léa, son visage s'illuminant à cette possibilité. Et moi, je peux lui apprendre à faire des biscuits, ajouta Rose, faisant rire tout le monde. Sophie regardait la scène les larmes aux yeux, sa famille si différente de ce qu'elle avait autrefois imaginé, mais si parfaite dans son unicité. Isabelle, qui avait été autrefois une intruse, était maintenant une constante chérie. Les filles s'épanouissaient sous l'amour de leurs 2 familles, leurs personnalités distinctes se complétant à merveille. « Vous savez, dit doucement Isabelle, parfois je pense à ce soir de réveillon. Comment un moment de désespoir, le mien, à la recherche des filles, le vôtre, luttant avec votre propre chagrin. Les filles, seules sur ce banc, a fini par nous amener exactement là où nous devions être. » Jacques hocha la tête, se souvenant du sentiment de vide qui l'avait poussé à conduire sans but cette nuit-là. Le silence de cette maison était assourdissant, réfléchit-il. Comme pour confirmer ses paroles, Rose laissa tomber sa tasse de thé, faisant sursauter tout le monde. Au lieu de la panique qu'un tel accident aurait pu causer des mois auparavant, il n'y eut que des rires et une bousculade rapide pour nettoyer le désordre. « Oups » dit-elle en rougissant. « Désolé. »« Ce n'est rien, ma chérie, » l'assura Sophie, attrapant déjà des serviettes. « Les accidents arrivent. » Léa, toujours serviable, était déjà sur pied, tandis qu'Isabelle plaisantait en disant que Rose avait hérité de sa propre maladresse. « Tu vois, » murmura Jacques à Sophie en regardant la scène. « La vie, le bruit, l'amour. » Plus tard, lorsque le soleil commença à se coucher et qu'Isabelle se prépara à ramener les filles à la maison, leur maison, à seulement 10 minutes de là, il y eut le rituel habituel des étreintes et des promesses pour le lendemain. « On pourra rencontrer Théo dès qu'il arrivera ?» demanda Léa, son inquiétude pour le nouveau membre de la famille, déjà évidente. « Vous serez les premières, » promit Sophie en la serrant fort dans ses bras. Rose, à moitié endormie après une journée d'excitation, marmonna quelque chose à propos d'apprendre à Théo à faire de la neige au chocolat, faisant sourire tout le monde une fois de plus. Après le départ d'Isabelle et des filles, Jacques trouva Sophie dans l'ancienne chambre de bébé, maintenant en cours de transformation pour accueillir Théo. Les nuages et les étoiles qu'ils avaient peints autrefois restaient, mais de nouvelles couleurs étaient ajoutées, de nouveaux rêves superposés aux anciens. « Tu es prête pour ça ?» demanda-t-il doucement en la serrant par derrière. Sophie toucha instinctivement son ventre, un geste qui apportait maintenant plus de mélancolie que de douleur. « Tu sais ce qui est drôle ? Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'être exactement là où je devrais être. » Par la fenêtre, il pouvait voir Isabelle aider les filles à monter dans la voiture, tout le monde agitant encore la main avec enthousiasme. Le jardin, autrefois abandonné, explosait maintenant de fleurs printanières. Le château, autrefois un mausolée de rêves perdus, pulsait maintenant de vie fraîche et de possibilités. « Si quelqu'un m'avait dit le soir du réveillon que dans 4 mois, nos vies seraient comme ça, » commença Jacques. « Tu ne l'aurais pas cru » termina Sophie en se tournant pour lui faire face. « Mais je suppose que c'est comme ça que la vie fonctionne, n'est-ce pas ? Les plus grands cadeaux arrivent aux moments les plus inattendus, emballés dans les paquets les plus improbables. » Jacques pensa à 2 petites silhouettes, blotties sur un banc de parc, à un médecin déterminé traversant le monde pour retrouver ses nièces, à un petit garçon de 3 ans attendant une famille. Il pensa à sa femme, sortant des ombres pour entrer dans la lumière, plus forte et plus compatissante que jamais. « Tu sais ce que Léa m'a dit l'autre jour ?» dit Sophie pendant qu'ils arrangèrent la chambre pour un autre week-end de peinture. « Elle a dit que parfois on a besoin de se perdre complètement pour retrouver son chemin. » « Sage parole pour quelqu'un de si jeune, » répondit Jacques, admiratif. « Elles nous ont sauvés, Jacques, » murmura Sophie. « Elles toutes. Isabelle, les filles. Elles nous ont montré que la famille n'est pas quelque chose que l'on perd ou que l'on remplace. C'est quelque chose qui grandit, s'adapte, se reconstruit. » Dehors, les dernières couleurs du coucher de soleil peignaient le ciel de nuances de rose et d'or.
Le château du bois, autrefois symbole de perte et de silence, était maintenant un phare d'espoir et de renouveau. Ses couloirs résonnaient de rires et d'histoires, de projets et de promesses, de nouveaux rêves posés sur de vieilles fondations. L'hiver était enfin terminé, dans tous les sens du terme. Et avec le printemps vint la renaissance, non seulement des fleurs dans le jardin, mais des cœurs qui habitaient cet espace. Car parfois, il faut traverser la nuit la plus sombre pour vraiment apprécier l'aube.